Bonjour tout le monde, bienvenue où que vous soyez en train de m'écouter ou de me regarder. Ici, je parle de moi, je parle de nous au niveau individuel, au niveau collectif, pour qu'on essaye de se comprendre, pour essayer de savoir comment on change et dans le but de reconsidérer nos manières de travailler, d'interagir et d'agir en fin de compte. Alors, dans cette série, j'aimerais répondre à vos questions et voici la première. Comment savoir si un aspect de moi fait partie de ma personnalité ou si c'est quelque chose qui peut changer? Dans cette question, il y a deux choses que j'aimerais aborder, deux choses que je peux développer. La première, c'est l'aspect de la personnalité et la deuxième, c'est la question du changement. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce que ça implique de changer? Si je reviens à ce côté personnalité. En fait, ce terme, il fait écho à deux sens différents. D'un côté, le sens commun, c'est celui qu'on comprend la plupart du temps et c'est celui qu'on voit souvent aussi sur les sites qui parlent de psychologie ou de développement personnel. Et puis, il y a un deuxième terme, personnalité, mais cette fois-ci au sens où c'est employé dans les milieux psychologiques ou psychiatriques. Alors, si on revient au sens numéro 1, le sens commun, le sens des sites de développement personnel, en gros, il y a un côté inné là derrière. Et c'est sans doute aussi ce qu'il y a en creux dans cette question. Quand je relis comment savoir si un aspect de moi fait partie de ma personnalité ou si c'est quelque chose qui peut changer, j'ai l'impression que derrière cette question, il y a aussi est-ce qu'il y aurait quelque chose d'inné en moi et sur lequel il serait inutile de s'acharner parce que en gros ça fait vraiment partie de qui je suis depuis ma naissance en fait. Et de ce point de vue-là, si on regarde les études scientifiques, il y a des études qui existent là-dessus et où on a observé des bébés. Alors je sais plus trop à partir de quel mois, sûrement qu'on les a pas pris directement à l'accouchement, mais assez rapidement en tout cas. Et puis on les a observés pour voir s'il y avait des différences entre eux et elles. Et puis ce qu'on a réussi à en tirer, c'est 9 caractéristiques. Et ces caractéristiques, elles sont pour chacune d'entre elles sous forme d'un continuum entre deux extrêmes en fait. Et d'une fois qu'on les a mis ensemble, ces 9 traits, eh bien on obtient de nouveau dans le sens psychologique ou psychiatrique ce qu'on appelle un tempérament. Et donc ce serait plutôt de ce côté-là qu'il faudrait se tourner pour savoir s'il y a quelque chose d'inné ou non. Et donc ces différents traits, ces 9 traits, je vais vous en parler alors très très brièvement, hein, je vais pas aller dans les détails, mais juste pour que vous le sachiez, ça peut vous donner des informations. Alors, le trait numéro 1, c'est la question de la dépense. Est-ce qu'un bébé a besoin de se dépenser énormément durant la journée ou non, il est plutôt tranquille, il est plutôt calme. Ensuite, le 2, c'est la régularité et le rythme des fonctions biologiques. C'est-à-dire, est-ce qu'un bébé a besoin qu'on le nourrisse et de dormir dans des plages de temps et à rythme extrêmement régulier, ou ça peut être variable. Ensuite, le 3, c'est la question de la curiosité ou de la méfiance dans des situations qui sont encore inconnues. Ensuite, le 4, c'est l'adaptation au changement. S'il y a des changements dans l'environnement du bébé, est-ce qu'il s'adapte facilement ou est-ce qu'il est un peu réticent? Le 5, c'est la sensibilité aux stimuli externes, c'est-à-dire est-ce que il réagit fortement au son ou à la lumière ou même au niveau tactile. Ensuite, numéro 6, est-ce que ces réactions sont extrêmement intenses ou non? Le numéro 7, c'est la question de l'humeur. Est-ce que c'est plutôt un bébé qui a une humeur constante
ou qui est très changeante dans la journée ou dans les jours ou en termes de jours, quoi. Et puis le 8, c'est la question de la distractabilité. Est-ce que quand un bébé est en train de faire une tâche, hop, il y a un truc qui arrive dans son champ de vision, hein, il laisse tout tomber, il a oublié ce qu'il faisait et puis hop, il est parti sur autre chose, ou est-ce qu'il arrive à faire un peu abstraction et à revenir sur son truc dans la mesure du raisonnable, parce qu'on parle quand même de bébé. Et dans le dernier, le 9, la capacité d'attention et de persévérance, est-ce qu'elle est grande ou est-ce qu'elle est au contraire assez limitée? C'est-à-dire, de nouveau, il fait une tâche, au bout de 3 secondes, il en a marre, pup, il veut passer au truc suivant. Ou est-ce que non, il va quand même persévérer, un peu s'acharner sur son truc. Et donc là, on voit dans ces 9 traits, finalement, qu'il y a des choses qui seront assez compliquées, voire pas trop possibles. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut parler d'impossibilité ou non, de changer. Par exemple, si une personne est extrêmement sensible au son, sensible à la lumière, ne supporte pas certaines matières sur sa peau, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut changer? Je pense que ça va être très très difficile. Donc là, on passe du côté d'éléments sur lesquels s'acharner pour les changer ne sera pas forcément très très utile, très pertinent. Et maintenant, si on passe à qu'est-ce que c'est la personnalité d'un point de vue psychologique et psychiatrique, donc c'est pas ce côté inné, où finalement, ce côté inné, si on veut, ça forme le tempérament, ça forme une petite couche, mais par-dessus ça, il va y avoir tout ce qui est des manières de penser, des manières de ressentir et des manières de réagir qui sont habituelles. En fait, ce qui est appelé personnalité, d'un point de vue psychologique ou psychiatrique, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, en fait. Et ça s'est construit dans le temps, avec différents entraînements en fonction de ce qu'on a, en fonction de où on a été élevé, avec qui, dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'on a eu comme autre activité, comment on nous a entourés, qu'est-ce qu'on nous a autorisé à faire ou non, et puis pareil, du coup à l'école et ensuite dans le monde du travail. Donc ça a fait en sorte qu'on mette en place des manières habituelles de penser, de réagir et de ressentir, qui sont tellement habituelles que aujourd'hui, on se rend absolument pas compte que c'est quelque chose qu'un jour on a appris, et c'est justement ça le but, c'est justement là la force de notre fonctionnement humain ou animal en général, c'est que c'est tellement intégré à nous qu'on a l'impression que c'est inné. Mais en fait, non, ça a été appris. Et donc, dans ce deuxième socle, savoir exactement qu'est-ce qu'on peut changer ou non, c'est assez difficile, voire pas possible. Et il n'y aura pas de réponse, personne qui va pouvoir vous donner une réponse toute faite là-dessus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que au niveau fonctionnement psychique, il y a quelque chose en nous qui a le besoin de sentir et de savoir qu'il y a une continuité. Donc il y a une fonction psychique et physique en nous qui a besoin de garder tout ça en cohérence, avoir une certaine consistance, sentir une certaine cohérence et consistance entre le début de notre vie et puis maintenant où vous soyez là-dedans. Et donc ça, même si on a changé, et même si on changera dans le futur, en fait, cette fonction, elle se chargera de maintenir quand même tout ça dans une certaine cohérence pour savoir que oui, il y a bel et bien un moi qui continue et je risque pas de m'effondrer parce que tout à coup, je sais plus si je suis moi ou si je suis le voisin. Et donc ça, c'est ce côté personnalité.
Et voilà, ce côté inné, personnalité, qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ensuite, pour parler du changement et de qu'est-ce qui change, quels sont les éléments engagés dans un changement. Alors là, je peux parler de 5 composantes. Je vais d'abord vous les citer brièvement et puis je vais je vais vous donner un exemple pour vous les illustrer de manière un peu plus facile. Alors, il y a un comportement, il y a des ressentis et des émotions, il y a les pensées, les croyances, il y a un pattern qui lie tout ça, et il y a, en 5e, des éléments qui sont plutôt submergés, qui se trouvent dans notre inconscient. Voilà, ça c'est le dernier point. Donc, si je reviens sur ces 5 différents points, je vais prendre un exemple pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc, le premier point, c'est le comportement. Et si je prends un exemple qui est celui de quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer, finalement, le comportement, c'est fumer. Donc ça, c'est juste la pointe de l'iceberg et on ne sait pas à quoi c'est rattaché ce comportement, en fait. Donc, si on travaille que le fait de fumer moins ou le fait de arrêter de fumer tout court, ou si on se focalise uniquement sur le fait que c'est mauvais pour la santé, on va pas forcément y arriver parce que il y a tout un tas d'autres composantes. La deuxième composante, c'est l'aspect émotionnel. Quelles sont les émotions positives ou négatives qui sont attachées à ce comportement? Ensuite, en 3, il y a le côté histoire, pensée, croyance. Qu'est-ce que je me raconte et qui est attaché d'une manière positive ou d'une manière négative à ce comportement que j'aimerais arrêter? Il y a le côté négatif, peut-être vu que j'aimerais l'arrêter, il est beaucoup plus visible chez moi. Maintenant, je commence à me raconter des histoires sur le fait que c'est vraiment mauvais. Mais quelle est la partie aussi plutôt positive? Quelle fonction positive est-ce que ce comportement remplit? Dans le cas de fumer, il y en a probablement pas mal. Ensuite, dans le 4e point, c'est le côté pattern. C'est-à-dire que le comportement est lié à une émotion ou plusieurs, est lié à plusieurs pensées, plusieurs histoires qu'on se raconte. Et tout ça, c'est ensuite engagé dans des situations qui existent dans la vie de tous les jours. Si j'en prends quelques-unes, ça peut être je fume après le repas. Ça peut être je fume pour prendre une pause. Ça peut être je fume pour socialiser avec les autres. Ça peut être je fume pour marcher depuis chez moi jusqu'à mon arrêt de bus. Ça peut être je fume quand je suis en colère ou quand quelqu'un m'a mis en colère. Et là, à chaque fois, dans ces différentes situations, il va y avoir des croyances, des émotions, des situations qui vont faire en sorte qu'il y aura en cascade ce comportement qui va s'activer dès que les autres éléments seront également présents. Donc, il faudra également travailler cet aspect et voir si on peut faire en sorte d'agir sur les déclencheurs qui existent aussi et qui sont liés à ce comportement. Et puis en 5e, il y a cet aspect de ce qui est submergé, ce qui est inconscient, et ce n'est pas facile d'en parler justement parce qu'on n'y a pas accès. Si je prends ce cas de arrêter de fumer, peut-être que en moi, il y a le fait de fumer qui est positivement attaché à mon identité d'une manière à laquelle je suis pas directement consciente. Il y a peut-être des aspects de fumée qui sont liés à mon histoire, qui me relient à des choses positives dans ma vie, à une image positive que j'ai de moi,
auprès de mes amis, auprès de ma famille, dans ma culture, dans mon activité, dans des souvenirs. Et donc, pour ce 5e point, il va falloir le travailler d'une manière tout à fait différente des autres, puisque finalement il est inconscient, et on va devoir y accéder d'une manière symbolique, d'une façon qui contourne la logique, qui contourne la raison, et par exemple avec de l'hypnose, par exemple en ayant des conversations avec d'autres personnes qui nous déstabilisent, qui nous font voir les choses différemment, par exemple même à des choses qui n'ont absolument rien à voir, mais tout ce qui nous permet de nous ouvrir à des choses nouvelles et agir un petit peu comme on le fait par exemple en permaculture, c'est-à-dire aller nourrir le sol, nous nourrir nous-mêmes d'éléments nouveaux dans notre vie pour que d'autres liens puissent se faire d'une manière inconsciente, par exemple en ayant des pratiques artistiques, en apprenant à jouer d'un instrument nouveau, en commençant un nouveau sport, en fait, tout ce qui nous permet de nous étirer, d'étirer ce que nous sommes aujourd'hui, d'étirer tout ce tissage interne pour que de nouvelles connexions puissent se faire et participer à ce changement. Et je sais que ce dernier point est assez difficile à comprendre. Rappelez-vous-en qu'il existe des éléments inconscients à travailler différemment, même si vous ne savez plus exactement expliquer de quoi il s'agit. Par contre, les 4 autres points, ils sont assez faciles à comprendre, je pense. Le fait qu'il y a un comportement, des émotions, des pensées et des croyances, et le fait que tous ces 3 premiers soient liés à des patterns, donc soient tissés dans tout un ensemble qui va se mettre en route en fonction des situations, comme une sorte de mécanique, comme une sorte de boucle qui s'enclenche. Et puis il y a cet aspect, le 5e, celui qui connecte ce comportement à d'autres choses en nous auxquelles on n'accède pas facilement. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a appris quelque chose. Si vous voulez aussi me transmettre une question, n'hésitez pas à le faire, là où vous vous trouvez en commentaire, ou alors aussi par mail à l'adresse contact@sticla.co et je vous répondrai volontiers. À bientôt.